bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Bonferré Télévision pour cette édition spéciale consacrée à l'analyse et au décryptage des 4 ans du bilan du président de la République, Issoufou Mahamadou, un bilan que vous avez suivi hier en direct à travers les chaînes de télévision du pays. Dans cette édition spéciale, nous vous proposons de revenir sur les grands axes de cette conférence de presse pour les analyser et les décrypter. Dans cet exercice, je suis en plateau avec des confrères et des camarades de la rédaction de la radio et télévision Bonferré. Je suis avec Abdraman Younoussa Issa, rédacteur en chef du groupe de radio et télévision Bonferré. Abdraman, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis également avec Ibrahim Yero, journaliste à la rédaction de Bonferré. Yero, bonsoir. Bonsoir. Baba Alpha également, journaliste à la rédaction de Bonferré. Baba, bonsoir. Bonsoir, Moustapha. Nous avons également Balima Boureima, journaliste à la rédaction de Bonferré. Balima, bonsoir. Oui, bonsoir. Avec vous, nous allons savoir ce que les internautes ont dit comme commentaire durant la conférence de presse du président hier soir, ce matin et en ce moment même où nous tenons cette édition spéciale. Je vous rappelle donc que vous pouvez déjà poster vos commentaires sur notre page Facebook. Pour nous accompagner dans cet exercice, nous aurons tout au long de cette édition spéciale 2 acteurs de la classe politique nigérienne, soigneusement choisis. Le premier est M. Ahmed Aïdara, membre du bureau politique national du MNSD Nassara. M. Ahmed Aïdara, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous avons également en ligne El Haj Ibrahim Yakouba, directeur de cabinet adjoint à la présidence, à la présidence de la République et membre du comité exécutif du PNDS Tareya. El Haji, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Zongoma, mais je vous entends très mal. D'accord. Je le disais, on va très vite aller dans le vif du sujet. Hier, durant 2h17 d'horloge, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a donc présenté son programme devant la presse, un programme de 4 ans d'exécution qui a été fait dans le cadre de la recherche du bonheur du peuple nigérien. On suit d'abord un résumé des grands axes développés par le président de la République lors de cette conférence de presse. 2h17 de face à face avec la presse pour passer en revue la mise en œuvre des 8 axes du programme de la renaissance du président de la République durant ces 4 premières années. Premier axe abordé, la sécurité, la lutte contre le terrorisme et l'amélioration des conditions de vie et de travail pour nos forces de défense et de sécurité. On les a formés, on les a entraînés, on les a formés en particulier dans la lutte contre le terrorisme. Ensuite, on les a équipés. On a, vous le savez, acheter même des avions de chasse. Nous prévoyons de faire un collectif budgétaire au mois d'avril. Probablement, on va affecter encore davantage de ressources à la sécurité. Pour le financement du programme de la Renaissance sur les 6 200 milliards de francs CFA de prévision en 5 ans, c'est un total de 6 800 milliards à ressources internes et externes qui ont été mobilisées, avec un taux de décaissement de 1120 milliards seulement. Le président a déploré une fois de plus la faible consommation des crédits. Et notre objectif, c'est d'accélérer le pas pour pouvoir consommer davantage les ressources externes qu'on met à notre disposition. Et c'est là quelque chose que je déplore. Taux de croissance maintenu à 7%, l'inflation contenue à 1,2%, seuil de dette du pays établi à 27%. Aujourd'hui, le taux d'exécution du budget, c'est largement plus de 50%. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, et Dieu sait que j'aime les chiffres. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais c'est largement supérieur à ça. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, conformément aux promesses que nous avons faites dans le programme de Renaissance pour augmenter les salaires. En 2014, la masse salariale était de 51,6 milliards plus précisément. La gouvernance politique et institutionnelle abordée par le président de la République sous l'angle d'une réussite totale. Cette cour constitutionnelle est la cour la plus démocratique du monde. Pour qu'il y ait concassage des partis politiques, il faut qu'il y ait un concasseur. Moi, je ne vois pas qui concasse les partis politiques. Je n'ai pas souhaité cette situation dans laquelle se trouvent ces partis. C'est la première fois, me semble-t-il, que l'opposition a un statut. Vous voyez que je reçois régulièrement le chef de file de l'opposition. Même demain, je suis prêt à le recevoir. Sur la question de la sécurité alimentaire, Issoufou Mahamadou n'a aucun doute sur l'impact réel qu'a eu le programme « Les Nigériens nourrissent les Nigériens ». Allez-y dans les villages, vous verrez, il y a moins d'exode parce que les gens sont là, ils ont les moyens de produire.
on leur a donné les moyens de travailler, on leur a donné les entrants, on leur a donné le matériel agricole. Donc l'initiative 3N est une véritable réussite. Relativement à la question de l'emploi aussi, les objectifs sont pratiquement atteints, affirme le président Issoufou. Nous avons créé plus de 600 000 emplois, temporaires et permanents. Et sur ces 600 000, il y a 140 et quelques mille emplois permanents. Donc je pense que nous avons tenu notre promesse. Dans le domaine de la santé, élargissement de la gratuité des soins aux personnes âgées, l'éducation a bénéficié d'investissements massifs ayant permis de construire plus de 14 000 classes en 4 ans. 14 000 classes entre enseignement primaire, enseignement secondaire et puis formation professionnelle et technique. Je voudrais vous rappeler ici que de 2000 à 2010, il a été fait 3 000 classes en 10 ans. C'est ce que nous faisons chaque année. Au terme de la conférence de presse, le président de la République s'est dit confiant à l'avenir. Les 1 an du premier mandat à parachever vont lui permettre de finaliser les restes des engagements pris dans le programme de la Renaissance du Niger. Nous ne sommes pas encore à la fin du mandat. Donc nous ferons le bilan définitif du programme, Inch'Allah, le 7 avril 2016. Voilà donc un élément pour planter le décor. Une conférence de presse qui a été donc largement suivie à travers le pays, ici à Niamey. C'est en famille, dans les rues, au niveau des FADA que les gens ont suivi cette conférence de presse. Vous allez le voir. Dans ce premier Vox Populis, les avis des Nigériens sont partagés. Le président a-t-il convaincu ou non? Suivez ce reportage de Maman Sabo Bachir. La conférence de presse a été largement suivie à Niamey. Toutes les chaînes de télévision de la capitale ont décroché le signal de la télévision nationale. Du bilan des 4 ans du président de la République, certains ne trouvent mot à dire. Issoufou a tenu ses promesses. Sur la situation qui prévaut en Libye, au Mali et Boko Haram, par exemple, le président s'est bien impliqué. Et avec l'appui des partenaires, nous avons des victoires au grand bonheur des populations. À mon avis, il a réussi sur toute la ligne. Ce qu'il a fait en 4 ans, aucun gouvernement ne peut le faire même en 10 ans. D'autres téléspectateurs n'ont suivi qu'une partie de la conférence. La raison est toute simple. J'ai suivi un petit peu, mais donc j'ai vu que c'est pratiquement toujours la même chose qui revient depuis qu'il est au pouvoir. Chaque fois donc il fête son anniversaire, raison pour laquelle j'ai arrêté. Je ne vois pas vraiment ce qui se passe comme bonne œuvre de M. le Président, alors ça ne m'intéresse pas du tout d'écouter ce qui se passe à la télé. Enfin, la troisième catégorie, sûrement la plus nombreuse, a suivi, mais n'a rien retenu. La barrière de la langue a fait obstacle. Moi, je suis en train de regarder sans rien comprendre. Il aurait dû animer la conférence en langue nationale. Mais si c'était en Hausa, on allait suivre et essayer de juger de nous-mêmes. Il y a des questions pertinentes, mais le président les esquive. La conférence de presse a duré 2h15 minutes. Le président de la République a pour sa part soutenu que son programme a largement atteint les objectifs qu'il y a fixés. Il donne rendez-vous aux Nigériens le 7 avril 2016 pour juger de manière globale sa gouvernance de 5 ans. Voilà pour ce qui est des réactions à chaud de quelques compatriotes de la capitale nigérienne. C'était hier, aussitôt après la conférence de presse. Ce matin aussi, nos reporters se sont promenés dans les rues de la capitale Niamey. Ils ont rencontré plusieurs Nigériens qui ont également suivi la conférence de presse du président de la République. On suit leurs avis qui sont également mitigés dans ce reportage de Suleiman Ousmane. La conférence de presse des 4 ans de l'exercice de pouvoir par Issoufou Mahamadou a été suivie mardi soir par la plupart des Nigériens. Ce matin, elle est au centre de toutes les conversations. Ce sont les Nigériens, tous bords confondus, qui se sont exprimés devant notre micro. Donc vraiment, nous ne sommes pas satisfaits. Vraiment, il n'a rien dit même de son bilan.
Pas convaincu parce qu'il a esquivé les réponses, les questions. Il n'a pas voulu donner les réponses aux questions. À chaque question, soit une menace, le journaliste dit c'est faux, c'est pas vrai. Bon, ça c'est pas du tout les propos d'un président, mais c'est les propos d'un candidat. Il n'a même pas présenté un bilan. Parce qu'un bilan ne se fait pas en se référant toujours sur les 20 années passées. On doit dire ce qu'on a fait et ce que vous avez promis au peuple. Et voilà ce que vous avez fait. Je l'ai suivi avec beaucoup d'intention, mais ça ne m'a pas beaucoup convaincu. On nous a promis qu'on va diminuer l'essence, mais l'essence n'a pas été diminuée. On nous a promis beaucoup de choses. C'est ce qu'il nous a promis. Moi, j'ai voté pour lui. Parce que pour moi, s'il vient là, tout sera réglé. Mais malheureusement, moi, c'est pas ce que j'ai vu. Si pour certains citoyens, le président de la République n'a pas été convaincant dans ses propos, d'autres par contre jugent satisfaisant le bilan de Issoufou Mahamadou en 4 ans de renaissance. Très convaincu. Et vraiment, je fais confiance à lui. Je sais que ça va aller, Inch'Allah. Car on a beaucoup de gens ont passé avant lui. Mais lui, tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Et chaque Nigérien, nous sommes tous témoins. Ça se voit à l'œil nu. Je pense que quand même, il faut reconnaître qu'il a quand même posé des pierres, il a fait ce qu'il peut. En attendant le contre-bilan de l'opposition politique, la majeure partie des citoyens rencontrés ce matin ont estimé que le président de la République n'a pas été à la hauteur des attentes des populations en 4 ans de renaissance. Voilà, après le premier élément qui a planté le décor, les réactions des populations de la capitale, nous allons tout de suite aller en ligne pour prendre la réaction, les toutes premières, de nos deux politiciens qui sont en ligne. Je vais commencer avec M. Ahmed Aïdara, membre du bureau politique national du MNSD Nassara, qui représente l'opposition politique dans ce décryptage. M. Aïdara, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi avec nous ces éléments, les premières réactions des populations de Niamey. Quelle est votre réaction au niveau de l'opposition politique qui, on le sait, a également suivi cette conférence de presse du président de la République? Oui, au niveau de l'opposition politique, nous estimons que cette conférence de presse, c'est juste le bis répétita de tous les cérémonials auxquels nous avons été habitués depuis quelques années. Nous avons eu droit à un répertoire de bonnes intentions, à des chiffres qui souvent sont en décalage par rapport à la réalité, nous allons y venir, et également des questions qui ont été esquivées, et des questions cruciales pour le peuple nigérien qui n'ont pas été abordées. Quand on en parle par exemple de l'emploi, du nombre d'emplois créés, je précise au passage d'ailleurs qu'il y a une différence entre les chiffres contenus dans le bilan du gouvernement et ce que le président de la République a annoncé. Quand il parle de 140 000 emplois permanents au niveau du bilan, je vous demande de les vérifier, on parle de 90 000 emplois permanents. Merci M. Aïdara, merci pour cette première réaction. Nous allons revenir à vous. Je prends tout de suite Elhaji Ibrahim Yakouba, directeur de cabinet adjoint du président de la République. Elhaji, vous partagez cet avis de Aïdara de l'opposition? Permettra aux Nigériens de mieux comprendre ce que nous avons fait en 4 ans. À M. Aïdara, je dois d'abord lui souhaiter bon anniversaire parce que je sais au fond de lui-même qu'il est content des 4 ans que nous avons passés, parce qu'il fait le constat chaque matin que ce pays est en train de se transformer. Donc c'est un peu aussi à lui son anniversaire. Maintenant, vous devez juste préciser une erreur qui a été glissée dans votre commentaire. Lorsque les ressources mobilisées pour financer les activités de gouvernement sur 4 ans, vous avez annoncé en tout et pour tout que l'équipement atteint 1210 milliards. En réalité, les 1210 milliards concernent uniquement les ressources externes. Donc, je voudrais que vous corrigez cette erreur-là parce qu'elle a été rétablie par le président et dans les documents que nous avons fournis, vous avez bien vu qu'il s'agit d'équipements qui concernent les ressources externes mobilisées. Maintenant, sur les appréciations, je pense qu'il s'agit d'un excellent exercice démocratique qui a permis au président de dire ce qu'il a fait en 4 ans, surtout de répondre aux questions qui ont été posées par les journalistes. Vous savez très bien que la conférence de presse a été organisée en laissant toute la liberté aux journalistes de poser les questions qui leur paraissaient essentielles de leur point de vue. Et sur toutes les questions,
le président de la République a apporté les réponses qu'il sait avoir fait en 4 ans. Évidemment, j'entends certaines personnes dire qu'il y a eu des questions cruciales qui n'ont pas été abordées. Bon, peut-être qu'on les abordera aujourd'hui, puisque ces mêmes personnes ont la parole aujourd'hui. Mais hier, toutes les questions ont été posées par les journalistes et le président de la République a répondu. Donc moi, du point de vue de la forme, que le président de la République se prête à ces exercices à l'ensemble de la presse nationale, et du point de vue du contenu, je suis entièrement satisfait de cet exercice et je pense que la plupart des Nigériens qui se basent sur des éléments objectifs ont apprécié de la même manière que moi. Merci Alaji. On va revenir justement sur l'aspect forme de cette conférence de presse qui a été animée hier par le président de la République. Je vais donner la parole à Balima Bourema. Balima. Justement, à la forme, il y a eu beaucoup de réactions, notamment celui de Aboubakar Manzo, qui dans un post dit au top départ, il faut mentionner que le décor pour cet anniversaire est moins encombrant, ce qui témoigne de la maturité de l'équipe organisatrice, dit-il. Puis l'auditoire, aussi moins pléthorique, plus ordonnée et plus convenable. Ensuite, la conduite de la conférence correcte, évolutive et professionnelle par Moussa Mani. Par contre, d'autres comme Jibril Seydou, lui, estime que le président est venu animer un rassemblement. Et voyez-vous, le chef de l'État qui animait son Fakari, comme dit-il, est un grand chanteur, un maître de la parole, un orfèvre de la fiction, mais surtout de la comparaison, a-t-il écrit. C'était sur sa page Facebook. Merci Balima pour ces quelques réactions d'internautes. Je ne sais pas, Abdraman Moussa, vous avez une question pour nos deux interlocuteurs qui sont en ligne par rapport à cette première réaction? Oui. Oui. Elhadji Ibrahim Yacouba, bonsoir. Bonsoir Abdraman. Donc, vous recadrez tout à l'heure les chiffres en ce qui concerne les investissements ou les crédits alloués aux investissements ou les ressources mobilisées. On n'a pas très bien suivi ce rectificatif que vous avez apporté. Non, je voudrais dire que dans l'élément que vous avez passé en introduction, si j'ai bien suivi, les ressources, le rapport de ressources annoncées comme état avoir été mobilisées pour financer le développement donc, qui sont dans le budget, le commentateur a indiqué que l'ensemble des ressources annoncées de 6 000 et quelques milliards, le taux de décaissement est de 1210 milliards. C'est un élément. Or, je rappelle et je précise que notre plan de décaissement, tel qu'il est communiqué dans les documents, nous parlons du taux de décaissement des ressources externes. Parce que vous savez que les ressources externes, il y en a qui sont annoncées sur la base des conventions que nous signons, et il y en a qui sont effectivement décaissés à date. Donc, ce qui a été effectivement décaissé à date, c'est les 1210 milliards. C'était cet élément que je voulais préciser à votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette précision. Restez avec nous pour la suite de ce décryptage. Prochain élément pour cette émission, c'est un élément signé Baba Alpha. Il nous évoque les non-dits de la conférence de presse du président de la République. Il faut le dire, plusieurs sujets ont certes été abordés par le président de la République, qui était en face d'une dizaine de journalistes, mais certains sont passés dans les mailles du filet. Des non-dits, il y en avait beaucoup à la conférence de presse bilan du président de la République. Les Nigériens s'attendaient logiquement à des explications sur les revenus issus de l'exploitation de l'uranium nigérien et leur destination. Le président Issoufou n'a également pas pipé mot sur le report de l'exploitation de la mine d'Imouaren, un report dont les conséquences économiques et sociales sont durement ressenties par le Niger et les milliers de travailleurs nigériens d'Areva mis sous les carreaux. Pas de mots aussi sur la décision de la Cour d'appel de Paris qui n'a pas définitivement et clairement infirmé la remise d'un pot de vin par Areva au gouvernement nigérien qui serait utilisé pour l'achat de l'avion présidentiel, le Mongreboun. L'avion présidentiel, justement, autre sujet non évoqué au cours de cet échange avec la presse. L'on se rappelle que l'achat de cet avion a suscité de grosses polémiques et versé d'encre et de salive, notamment sur son caractère opaque et la procédure qui a abouti à son acquisition. Les libertés individuelles et collectives ont aussi échappé à cette conférence de presse. Pourtant, il est de notoriété publique que plusieurs organisations de la société civile et l'opposition politique ont été régulièrement interdits de manifestations publiques. Toute chose qui a été dénoncée comme atteinte grave à un droit universel reconnu comme tel par la loi fondamentale.
À ces atteintes aux libertés individuelles et collectives, il faut ajouter l'accès aux médias publics, réservé exclusivement depuis quelque temps aux seuls laudateurs du régime. L'administration nigérienne a été décriée pour ses contre-performances. Seulement à ce niveau, le président de la République a omis ou occulté la politisation à outrance de cette administration qui s'est accentuée sur ces 4 ans, malgré sa promesse à ce propos. Il sera mis fin à la politisation de l'administration. En effet, qui mieux que nous qui en avons souffert pendant une quinzaine d'années peut y mettre fin? Le mérite, la compétence, le sens du service public, l'ardeur et la ponctualité au travail, la conscience professionnelle, la discipline, la hiérarchie et l'autorité y seront rétablies. Le dernier sujet qui paraît important et qui n'a pas été du tout abordé est l'impunité. Les Nigériens sont restés sur leur faim. Ils ont voulu savoir pourquoi jusqu'à cette date, aucun procès référence sur la délinquance économique et financière n'a eu lieu. Pire, ces délinquants économiques et financiers, dénoncés pour certains d'entre eux par le gouvernement lui-même, continuent de narguer le peuple. Mieux, pour cette question, l'on reproche au président de la République de ne pas sanctionner ses proches, malgré sa profession de foi du 7 avril 2011. La corruption, les passe-droits, les trafics d'influence, le détournement des deniers publics, notamment les fausses factures et les surfacturations, ainsi que toutes les autres dérives, seront combattues. Toutes ces interrogations relevées resteront malheureusement sans réponse. Les Nigériens qui sont friands d'informations, d'explications et de précisions prendront leur mal en patience, car cette sortie médiatique du président de la République pour le 4e anniversaire de sa gouvernance n'aura pas réussi à les édifier. Retour en plateau. Baba, vous venez de l'évoquer, il y a plusieurs sujets qui n'ont pas pu être évoqués lors de cette conférence de presse. Mais finalement, est-ce que c'est la faute du président si ces sujets n'ont pas pu être évoqués? Bon, les responsabilités sont partagées, il faut le préciser. Si toutes ces questions n'ont pas été abordées à l'occasion de cette conférence de presse, il y a d'abord le format lui-même de cette conférence. Il s'agissait, au cours, en 2 heures de temps, d'aborder les 8 axes du programme de la Renaissance et des questions d'actualité. Il y a ensuite le nombre des journalistes qui ont été invités à cette conférence de presse et que chacun d'entre eux devait poser 2 ou 3 questions, ce qui était très difficile pour aborder toutes les questions d'actualité et toutes les questions qui intéressent les Nigériens. La preuve, tous ceux qui ont suivi cette conférence de presse hier soir à la télé, ils ont compris ces échanges et ces hésitations entre le modérateur et les journalistes qui avaient vraiment cette volonté de poser leurs questions avec lesquelles ils sont arrivés à cette conférence de presse. Je vous laisse apprécier en quelques secondes ce qui s'est vraiment passé hier par rapport à ce format de la conférence de presse hier soir à la présidence de la République. Et soumise à la question des journalistes, s'il vous plaît. Oui, je voudrais préciser que c'est une conférence de presse, s'il vous plaît, pour nous faire évoluer, pour nous faire gagner du temps. Questions précises et concises, pas de commentaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moussa Yaya, s'il vous plaît. Une dernière question sur la bonne gouvernance, une toute dernière. D'accord. Alors, on fait... La deuxième question, c'est sur la presse. Vous évoquez la tout à l'heure... on en parlera, s'il vous plaît. Non, en fait, c'est la gouvernance. Okay. Le président a parlé tout à l'heure de... On est largement pris par le temps, s'il vous plaît. Vous faites question précise pour aborder les 2 autres thèmes principaux qui restent, s'il vous plaît. Je peux vous reprendre la question? Vous pouvez reprendre la question parce que je ne l'ai pas comprise. Excellence, monsieur le président. C'est pour cela que les questions doivent être précises et concises. Vous l'avez à maintes fois exprimé. Voilà, il était vraiment très difficile pour les journalistes de poser vraiment toutes les questions au vu du temps, mais aussi au vu du format et de l'encadrement de cette conférence de presse, Moustapha. Baba, vous avez évoqué un certain nombre de questions que vous avez estimées, que nous avons estimé que le président devait évoquer dans cette conférence de presse, à l'exemple de la question de l'uranium. Pourquoi, selon vous, le président devait forcément parler de l'uranium lors de cette conférence de presse? C'est l'une des plus grosses ressources naturelles de notre pays. C'est une ressource
sur laquelle les Nigériens font beaucoup d'espoir. Et l'uranium, vous savez, ces dernières années, a été beaucoup au centre des grands débats dans notre pays sur le développement économique et social de notre pays, notamment les rapports entre le Niger, le gouvernement nigérien, et le groupe nucléaire français Areva. Actuellement, vous le savez, Areva a reporté l'exploitation de la mine du Mouraren, ce qui a été fortement dénoncé par excusez-moi, les organisations de la société civile. Logiquement, les Nigériens s'attendaient à ce que le président de la République donne des explications sur l'uranium nigérien parce que le 26 mai 2014, le Niger a signé ce qu'on appelle les accords de partenariat stratégique avec Areva. À la date d'aujourd'hui, les Nigériens n'ont pas encore le contenu de ces accords avec Areva. Les Nigériens attendent de savoir qui tire le peigne du jeu par rapport à l'exploitation de l'uranium nigérien. Où vont les ressources issues de l'exploitation de l'uranium nigérien? Autant de questions sur lesquelles les Nigériens s'attendaient. Mais pour entendre le président sur cette question, il faut retourner en 2012. Je vous propose de suivre ce qu'il disait à l'époque le président de la République sur une émission internationale de TV5 Afrique. Ça représente 5% à peine de notre budget, ce n'est pas admissible. C'est pour cela que j'ai demandé un équilibrage du partenariat entre Areva et le Niger. Vous avez travaillé avec Areva et très le partenariat soit gagnant-gagnant. C'est la condition pour que ce partenariat soit durable et nous voulons qu'il soit durable. Voilà, je devais préciser, Moustapha, à ce niveau, que c'est la convention qui a été signée avec Areva et dont nous, les Nigériens, attendent encore de savoir le contenu. Certainement, Yero ou Abdraman ont quelque chose à ajouter par rapport à cette question de l'uranium. Je donne la parole à Abdraman. Oui, moi aussi. En fait, je reviens un peu en arrière par rapport à l'organisation. Au format. Donc, Baba a parlé du format tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Il y avait plus d'une dizaine de journalistes. Entre 11, 12 ou jusqu'à 15 journalistes donc, qui étaient conviés à cette conférence de presse. Il y avait eu un petit embouteillage au début, même au niveau de la disposition, n'est-ce pas, des journalistes, un petit flottement avant que la conférence de presse ne commence. Et puis l'attribution, parce que c'est à ça que les organisateurs se sont donnés, c'est-à-dire attribuer des thèmes par intervenant, etc. Et ce cafouillage, donc comme je le disais, heureusement a pu petit à petit être réglé vers le milieu et la fin de la conférence de presse. Il y a certains sujets qui ont bénéficié de plus de temps que d'autres. Malheureusement, la question sur la sécurité, par exemple, n'a été réglée qu'en une seule question donc, posée par le modérateur qui a voulu après, qui a tenté, n'est-ce pas, de passer à un autre sujet pour empêcher aux autres journalistes de poser le reste des questions. Bref, tant bien que mal, donc la conférence de presse a pu avoir lieu et c'est la raison pour laquelle c'est parti au-delà des 2 heures de temps qui lui étaient attribuées au départ. Et bien évidemment, certaines questions n'ont pas été évoquées. Baba Alpha l'a dit, premièrement parce que c'est vrai, les journalistes n'ont pas directement posé la question au président de la République, mais deuxièmement parce que lui-même, même quand il les a évoqués, par exemple la question de l'uranium et des ressources naturelles du sous-sol, il l'a évoqué, lui, dans ses interventions, mais il a été très évasif donc, par rapport à certaines précisions. L'uranium, c'est vrai, les conventions ont été signées depuis 6 mois, or la loi et les dispositions légales obligent le gouvernement à publier, n'est-ce pas, donc le contenu de ces conventions, normalement, juste après leur signature. Ça fait 6 mois qu'on attend. Pourtant, c'est le gouvernement lui-même qui a annoncé la signature des 2 accords, des 2 conventions, Somaïr et Cominac, en Conseil des ministres. Et jusqu'ici, les gens attendent encore de voir. Donc, en matière de transparence, en matière de gouvernance et d'accord gagnant-gagnant, tant qu'on ne voit pas ces conventions, on ne peut pas savoir si c'est des accords gagnant-gagnant, comme le soutient le président de la République. Merci pour ce complément d'information. On poursuit avec vous, Baba. Vous avez parlé également dans votre sujet de la question de l'avion présidentiel qui n'a pas été aussi évoquée par le président de la République.
Pourtant, c'est une question dont les conditions d'achat de cet avion ont suscité beaucoup de polémiques. Une grosse polémique autour de l'achat de l'avion présidentiel. Le Mont Greboun, rappelez-vous de ces débats qui ont fait rage au niveau de l'Assemblée nationale sur les lignes même de dépenses par rapport à l'achat de l'avion présidentiel, sur ces révélations faites par certains journaux, les cabinets qui ont été utilisés pour acheter l'avion présidentiel, les vrais acteurs qui ont participé à l'achat de l'avion présidentiel. Rappelez-vous que le ministre de l'Intérieur, qui était à l'époque des tractations pour l'achat de l'avion présidentiel, est même sorti animer une conférence de presse où à un moment l'opinion avait pensé qu'il tentait même de jeter la pierre sur d'autres acteurs qui ont participé à l'achat de cet avion présidentiel, que l'opposition a qualifié à l'époque d'avion de plaisance du président de la République, un avion que l'opposition et certains acteurs de la société civile ont qualifié de vieux neuf, et les 21 milliards qui ont été utilisés pour l'opposition et pour certains acteurs de la société civile, c'était une rubrique qui était prévue pour l'achat d'équipements pour l'armée nigérienne et qui ont servi à l'achat de cet avion présidentiel. Logiquement, les Nigériens s'attendaient à ce que le président de la République lève l'équivoque et donne des précisions sur les conditions réelles qui ont participé à l'achat de l'avion présidentiel. Malheureusement, toutes ces zones d'ombre resteront encore d'actualité parce qu'ils n'ont pas eu du premier magistrat du pays. Oui, des réactions à chaud par rapport à l'intervention du président. Il y a Ajibo Adam Wankoy qui dit que ce que le président ignore quand les autorités ont pris fonction, sûrement il parle des autorités de la 5e République, ils ont trouvé des arriérés de salaire, ils les ont épongés, les arriérés, ils ont pu signer la convention Imouraren, le Niger est devenu producteur du pétrole. C'est avec ce pétrole qu'ils font les investissements. Alors, des dignitaires de Gouri disent que c'est faux, c'est de l'eau. Abdelaziz Abdoulaye Moussali aussi dit qu'il était vraiment surpris que dans les propos du président, que c'est un bilan et non une comparaison entre les régimes. Merci Balima. Peut-être, puisque le temps passe très vite, on va permettre à nos deux politiciens qui sont en ligne de réagir sur ces deux premières questions. La première, la question de l'uranium qui n'a pas été abordée. Et je commence cette fois-ci avec le colonel Elhaj Ibrahim Yacouba, directeur de cabinet du président de la République, adjoint du président de la République. Alors, mon colonel, quelle est votre réaction sur ces deux aspects des questions évoquées dans ce débat, notamment la question de l'uranium et la question de l'avion présidentiel? Je vous entends tout le monde, je vais essayer de répondre à ce que vous avez dit. La première observation, c'est quand même d'entendre vos journalistes dire il y a des questions importantes qui n'ont pas été soulevées. Est-ce que ce n'est pas proprement surréaliste de dire ça? On parle bien d'une conférence de presse où l'ensemble des médias ont été invités, où des journalistes se sont désignés pour poser des questions. Comment est-ce que vous voulez faire le procès auprès de la République de ne pas évoquer des questions pour lesquelles les journalistes eux-mêmes ne les ont pas abordés là? Je ne comprends pas. Je trouve que quand on fait un exercice, il faut être extrêmement rigoureux à ce qu'on rapporte pour un peu respect aux téléspectateurs. Je ne comprends pas qu'on fasse le procès au président de la République pour dire il y a des questions qui n'ont pas été évoquées, c'est des questions importantes, comme la question de l'avion, comme la question de l'uranium. C'est une conférence de presse. Vous voulez qu'ils viennent et qu'ils s'asseyent, ils disent bon, écoutez, monsieur le journaliste, pas quand même poser ces questions, mais j'y réponds quand même. Est-ce qu'à la fin, vous ne trouverez pas ça totalement inadéquat? Donc, je pense que lorsqu'un exercice de qualité est fait, il faut le reconnaître, même si vous en souffrez de le dire. Il faut rester sur les faits. Voilà pour ce qui est du commentaire que je dis. Moi, j'étais très surpris de voir ce commentaire. Comme si le président a fait délibérément, il a parlé avec les journalistes, ils se sont entendus pour leur dire, ne posez pas ces questions. Abdraman était à cette conférence de presse. Monsieur Baba Alpha est membre de Bonferré, il aurait pu lui-même poser les questions ou les passer à un ami. Ou en tout cas, il aurait pu avoir une organisation si tant que ces questions lui paraissaient importantes, il aurait pu les poser. Bon, qu'à cela ne tienne. Sur la question de l'uranium, je n'ai pas bien entendu votre question, mais je veux juste dire brièvement ce qui a été dit dans le cadre de l'accord qui a été signé et qui a été abondamment présenté par le gouvernement à l'époque comme étant des avancées que nous avons acquises dans le cadre de ces négociations. Le président de la République, il l'a dit, j'ai vu l'élément que vous avez discuté de 2012, mais il n'a pas dévié de sa ligne. Il a maintenu que nous devons travailler pour faire en sorte que le partenariat qui nous unit arrive à être un partenariat équilibré. Parce que pour que le partenariat
Monsieur Akouba. Oui. Oui, le président n'a pas dévié de sa ligne, dites-vous, peut-être, mais en ce qui concerne la gouvernance et la transparence qui est quand même de ses engagements dans la gestion des ressources naturelles du sous-sol, c'est aussi un aspect qu'on veut bien soulever. Pourquoi ces conventions n'ont pas été publiées, puisqu'elles ont été signées, le Conseil des ministres lui-même l'a dit, et le sort du Mouraren, on ne sait pas ce qu'il en est. En matière de transparence dans la gouvernance, de la gestion des ressources naturelles du sous-sol, c'est quand même un point assez important. Dans le discours du président de la République, il a parlé lui-même et les partis ont convenu que compte tenu de la mauvaise situation du prix de l'uranium sur le marché, il ne pourrait pas brader cette ressource qui est importante pour le Niger, mais des partis ont convenu de reporter son exploitation en mettant en place un comité technique qui va être là, qui est composé des experts d'Arima et du Niger, qui vérifie au jour le jour le moment le plus propice pour que nous puissions mettre sur le marché notre uranium. On ne met pas l'uranium sur le marché uniquement pour le vendre comme ça. On le vend pour qu'il rapporte le plus à ce qu'il exploite. Donc c'est un raisonnement économique de base que les deux parties ont adopté par rapport à Imoran. Bien sûr, le premier à se plaindre qu'Imoran ne soit pas exploité du tout, c'est le premier puisque dans le cadre du programme de la Renaissance, il était envisagé que la mine d'uranium d'Imoran puisse entrer en exploitation, je crois, en 2014-2015, et que le fruit de cette à la quantité de la richesse au Niger. Donc personne n'a de bon cœur accepté de dire on reporte Imoran simplement pour que nous le. Nous avons fait un programme qui intégrait l'exploitation d'Imoran. Mais le contexte économique et les nécessités de faire en sorte que l'uranium soit encore plus important sur le marché ont fait qu'on a convenu de décaler l'exploitation d'Imoran. Évidemment avec les conséquences qui vont avec, les conséquences sociales et économiques qui vont avec, et donc nous sommes les premiers contacts. Deuxièmement, quelques avancées ont été quand même obtenues, c'est la question du prix du uranium. Oui, excusez-moi, sans vous interrompre, je rappelle aussi que l'objectif de cette émission n'est pas de faire le procès du président de la République, encore loin de là. Si nous avons essayé d'évoquer certaines questions, c'est parce que le président n'a pas eu le temps de les évoquer lors de cette conférence de presse pour des raisons peut-être évidentes que nous avons aussi évoquées durant cette émission, notamment le format qui a été choisi. Vous l'avez rappelé en début d'intervention. Je m'en vais tout de suite donner la parole à l'autre acteur politique qui est en ligne, celui de l'opposition politique, M. Ahmed Haïdara, membre du bureau politique national du MNSD Nassara, qui représente l'opposition politique dans ce débat. Monsieur Haïdara, votre réaction sur ces deux questions, la question de l'uranium et celle de l'avion présidentiel. Merci bien. J'espère que cette fois, vous allez me donner le temps de développer mes idées. Je voudrais dire à propos de partenariat stratégique, de l'accord de partenariat stratégique entre le Niger et Areva, que cet accord comporte véritablement des clauses léonines. Il comporte des clauses léonines en ce sens qu'un certain nombre d'engagements ont été pris par le gouvernement du Niger, lesquels engagements se trouvent dans cet accord de partenariat qui n'est surtout pas stratégique pour le Niger. Si vous lisez cet accord, vous trouverez que le gouvernement du Niger s'est engagé à reporter ses droits et créances sur les sociétés minières, sans préciser à la fois le montant de ces droits et créances et ni également l'horizon temporel sur lequel le report a lié. Je puis vous dire qu'il s'agit de dizaines de milliards que le Niger entend ainsi brader. Et je comprends tout à fait que l'accord qui a été annoncé aux Nigériens tarde jusqu'à présent à être signé. Sur un autre plan, cet accord dit stratégique, nous savons qu'il se termine par la mise au chômage de centaines de jeunes Nigériens sur le site du Mouraren. À part ces jeunes qui ont été mis au chômage, il faut penser aux centaines, je veux dire aux milliers de prestataires qui gravitent autour du projet Mouraren et qui aujourd'hui se retrouvent sans ressources. C'est cela aussi
la réalité du bilan, des 4 ans du bilan de la 7e République. Et quand on regarde bien, j'ai l'impression que cet accord ne sera pas mis à la disposition du peuple nigérien. Monsieur Aïdara, on parle à la question de l'avion présidentiel. Vous avez déjà écoulé la moitié du temps. Revient sur les dispositions de la loi 2006-26 du 9 août 2006 qui introduit la TVA sur les prestations. Monsieur Aïdara, excusez-moi, je disais enchaîner sur la question de l'avion présidentiel. Voilà, si je dois continuer parce que vous avez l'air de parler là-bas. Oui, je disais qu'il fallait impérativement continuer sur la deuxième question. La deuxième question. Oui, monsieur le député. Sur l'avion présidentiel. Voilà, c'est ça. Nous avons dit beaucoup de choses sur lesquelles nous restons encore à ce jour. Nous avons dit que cet avion a été scandaleusement surfacturé et des montages financiers de type mafieux ont été faits aux îles Caïmans, qui sont un endroit où prospèrent tous les trafiquants et autres blanchisseurs d'argent sale. Nous pensons que pour un État qui veut jouer à la transparence, ceci est proprement scandaleux. Pour des gens qui veulent traquer des bandits financiers, j'ai dit que c'est scandaleux. Et l'autre versant de cette question de l'avion, c'est cette question pour laquelle nos leaders ont été interpellés par la police judiciaire. Je confirme au risque de me faire interpeller que dans les rapports numéro 2192 de l'Assemblée nationale française, en page 56, un député, M. Pascal Terras, qui est un député socialiste proche du Premier ministre français actuel, a clairement dit qu'Areva a dû acheter au président de la République nigérienne un avion de 32 millions d'euros il y a 15 jours. Et il est en septembre. Merci, M. Aïdara. Je pense que on a respecté le temps d'antenne qu'on a accordé à Ibrahim Yacouba, que je rappelle, qui représente la majorité dans ce débat. Baba, on poursuit avec vous par rapport aux questions non évoquées par le président de la République. On le disait, il y a aussi la question de l'impunité qui n'a pas pu, de manière précise, être véritablement débattue au cours de cette conférence de presse du président de la République. Oui, vous savez, à l'investiture, vous avez suivi l'élément. S'il y a un sujet sur lequel le président de la République a pris un engagement de se battre pour éradiquer au Niger, c'est vraiment l'impunité, la lutte contre la corruption, la lutte contre la délinquance économique et financière. C'est clair, ce sujet a été abordé, mais de façon évasive, parce qu'il n'y a pas eu véritablement le temps au président de la République, mais aussi aux journalistes, pour répondre à M. Ibrahim Yacouba. Il n'est pas ici, notre rôle n'est pas d'accuser le président de la République, mais nous avons aussi la responsabilité de dire aux Nigériens, voilà les questions sur lesquelles vous attendez le président de la République, et voilà ces questions qui n'ont pas été abordées. Donc la question de l'impunité n'a pas été abordée, alors qu'elle était importante dans ce contexte, dans le contexte surtout de l'anniversaire du 4e anniversaire de l'accession du président Issoufou à la magistrature suprême du pays. L'investiture, vous avez suivi l'élément. S'il y a un sujet sur lequel le président de la République a pris un engagement de se battre pour éradiquer au Niger, c'est vraiment l'impunité, la lutte contre la corruption, la lutte contre la délinquance économique et financière. C'est clair, ce sujet a été abordé, mais de façon évasive, parce qu'il n'y a pas eu véritablement le temps au président de la République, mais aussi aux journalistes, pour répondre à M. Ibrahim Yacouba. Il n'est pas ici, notre rôle n'est pas d'accuser le président de la République, mais nous avons aussi la responsabilité de dire aux Nigériens, voilà les questions sur lesquelles vous attendez le président de la République, et voilà ces questions qui n'ont pas été abordées. Donc la question de l'impunité n'a pas été abordée, alors qu'elle était
importante dans ce contexte, dans le contexte surtout de l'anniversaire du 4e anniversaire de l'accession du président Issoufou à la magistrature suprême du pays. Parce que tout simplement, il y a eu beaucoup d'affaires pendant ces 4 ans du chef de l'État. L'une des affaires les plus rocambolesques, c'est cette affaire qui a concerné 2 de ses ministres. Rappelez-vous, Kala Ankarao et Oumoudou, qui ont été d'ailleurs limogés du gouvernement, mais finalement, au lieu d'être punis conformément à la loi, se sont retrouvés à d'autres postes de responsabilité. Une autre affaire qui retient l'attention de l'opinion, c'est que rappelez-vous qu'il y a eu au moins 8 députés à l'Assemblée nationale dont les immunités ont été levées. Les Nigériens s'attendaient logiquement à un procès référence par rapport à ces députés. Aujourd'hui, nous avons dans les sphères de l'État ces députés dont on a levé leur immunité pour de présumés détournements de données publiques. Malheureusement, on attend encore. Et aujourd'hui, ce qui offusque les Nigériens, c'est que des gens que ce même régime a qualifiés de voleurs, de bandits d'État, de délinquants économiques, se retrouvent aujourd'hui alliés du pouvoir et grands d'ailleurs mobilisateurs pour ce pouvoir. Et les Nigériens se posent des questions. Alors, est-ce qu'il faut tout simplement s'allier au pouvoir pour être impunis? C'est à cette question que les Nigériens s'attendaient tout logiquement. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse à cette question. Avant de donner la parole à Ibrahim, hier on continue avec vous, Baba Alpha, pour parler de la dernière question que vous avez évoquée et qui n'a pas pu être discutée durant cette conférence de presse. C'est la question relative aux libertés individuelles et collectives. Il est de notoriété publique que pendant ces 4 ans, à plusieurs fois, les organisations de la société civile, l'opposition, ont été interdits de manifester. Il y a eu d'ailleurs, rappelez-vous, un message radio dans ce sens. Le président de la République a pris l'engagement de créer les conditions d'une démocratie forte et crédible avec des institutions fortes. Alors, le libre exercice de ce droit universel reconnu par la loi fondamentale, qui est les manifestations publiques, ont été plusieurs fois interdits par le pouvoir en place. Et les Nigériens étaient très surpris de voir un 18 février, le gouvernement lui-même, 17 février, qui interdisait les manifestations à l'opposition et aux organisations de la société civile, organiser une manifestation publique. Et cette manifestation s'est déroulée dans un contexte très complexe pour les Nigériens. Et peut-être, hier, vous avez suivi le président de la République, il était très déçu des manifestations du 17 et du 18 janvier. Et il n'a pas compris la réaction du peuple nigérien. Peut-être pour certains Nigériens, cette réaction s'expliquait par le refus systématique de toute manifestation de l'opposition ou d'une organisation de la société civile. L'autorisation de manifester n'était accordée exclusivement qu'aux organisations qui semblent être avec le pouvoir. Et l'autre liberté, c'est cette liberté d'expression qui n'est plus d'actualité sur les médias publics. Malheureusement, l'opposition l'a plusieurs fois rappelé, les organisations de la société civile l'ont plusieurs fois rappelé. S'il faut décrier les travers du pouvoir, il faut aller ailleurs. Mais le média d'État qui appartient à l'opinion, au peuple nigérien, malheureusement est aujourd'hui fermé pour les opinions contraires à la Renaissance. Merci Baba. On retourne à ligne. Barima, je viens à vous. On va reprendre nos 2 politiciens. Je commence cette fois-ci par M. Aïdara Ahmed, membre du bureau politique national du MNSD Nassara. Une courte réaction d'1 minute, Aïdara, sur les 2 questions que nous venons d'évoquer, notamment cette question de l'impunité, mais aussi la question des libertés individuelles et collectives. Bien, écoutez, monsieur, en ce qui concerne l'impunité, vous l'aurez compris. En ce qui concerne l'impunité, vous l'aurez compris, quand vous venez dans la mouvance présidentielle, quels que soient les crimes que vous aurez signés, vous êtes absous et vous pouvez vaquer tranquillement à vos occupations. On a là une sorte de justice à double vitesse. Le régime est prompt à poursuivre, à pourchasser, j'allais dire, les opposants politiques, alors que dans son entourage immédiat, il ne fait pas attention à toutes les affaires de corruption et de magouilles qui sont en train de se tramer. Cela est complètement contraire au chapelet de bonnes intentions qui a été égrené par le président de la République à l'occasion de son investiture. Et je trouve cela
ça dommage parce que je sais que beaucoup de Nigériens ont cru que ces chapelet de bonnes intentions et pour une fois aller changer quelque chose à leur vie quotidienne. C'est tout à fait le contraire qu'on voit. Je m'en vais tout de suite prendre la réaction de Elhadji Ibrahim Yacouba, directeur de cabinet adjoint du président de la République. Monsieur Ibrahim Yacouba, une réaction par rapport à la question, de la lutte contre l'impunité et des libertés individuelles et collectives. Oui, mais avant, si vous permettez, M. Zongoma, je voudrais dire rapidement de la question de l'uranium. J'ai entendu qu'il y a des gens qui sont là. Oui, effectivement, des Nigériens ont perdu leur emploi du fait que la mine du Mouraren a été reportée. Mais ces Nigériens ne sont pas dans la rue. Il y a un plan social qui a été mis en place, âprement négocié entre les représentants de ces travailleurs et les sociétés minières. Donc il y a un encadrement social et économique qui est mis en place pour ces personnes. Deuxièmement, c'est la question de ce que nous avons obtenu par rapport aux négociations. Jamais aucun gouvernement ne l'a obtenu. Je rappelle que l'uranium existait bien avant que le président Youssouf arrive au pouvoir. C'est pour la première fois que nous avons obtenu que les sociétés minières puissent être dirigées par des Nigériens. Nous avons déjà nommé le DG Sobaïr. Dans un an, le DG de la Promenade va être signé. Nous avons obtenu une compensation d'à peu près de 100 millions en dons pour financer à 90 millions la route, la RTA, et 10 millions permettent de construire le siège. Nous avons obtenu une formule qui permet d'avoir un prix correct sur le marché international. Il faut rappeler que lorsque le gouvernement de Tanja disait avoir après négocié le prix de l'uranium, il l'a vendu à 56 000 francs quasiment, alors qu'il était à peu près à 200 000 sur le marché international. Donc, à la matière, nous avons été... Monsieur Yacouba. Je voudrais dire... Oui, allez-y rapidement sur la question de l'impunité et de l'impunité. Oui, rapidement. Je voudrais dire en 30 secondes que le format, moi j'aurais voulu que vous organisiez un débat, puisqu'en écoutant Baba Alpha revenir quasiment systématiquement sur des questions qui n'ont pas été abordées. On va y revenir, mon colonel. Répondez à la question de l'impunité. On organisera plaise à Dieu ce débat. Mon colonel, on organisera plaise à Dieu ce débat. Répondez maintenant sur la question de l'impunité. Voilà, sur l'impunité, je voudrais dire qu'il ne faut pas qu'on confonde le pouvoir exécutif et la justice. Le gouvernement a fait un travail, une action qui a été menée par la justice. Donc, lorsqu'on fait le reproche ou le procès pour dire que les gens sont poursuivis, on a levé leur immunité, la justice ne s'est pas faite, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement. Nous sommes dans un régime de séparation de pouvoir où la justice nigérienne est indépendante et je sais que tout le monde la respecte pour sa qualité. Donc c'est la justice qui est on vous a compris. C'est la séparation de pouvoir. C'est la séparation de pouvoir. Merci, on vous a compris. On va poursuivre dans le fil normal de cette émission pour aborder la prochaine question. Elle est relative à certaines contradictions qui sont ressorties dans les différentes réponses que le président de la République a données aux journalistes lors de la conférence de presse d'hier soir. Le sujet est signé Ibrahim Yero. Cohérence, Dieu sait qu'il y en a eu dans les propos du président Issoufou au cours de son face à la presse. D'abord, sur l'énergie, le président de la République affirme que son programme a opté pour les coûts les plus bas. Et on a décidé de classer les sources d'énergie par ordre de coût, du moins cher au plus cher. Et dans le classement que nous avons fait, la source d'énergie la moins chère, c'est l'eau, c'est l'hydroélectricité. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler sur Kandaji, sur le programme Kandaji. Quand on fera Kandaji, quand Kandaji sera terminé, on aura 1 kWh entre 15 et 20 francs CFA. Juste après, Issoufou Mahamadou informe les Nigériens que leur calvaire lié au manque d'électricité sera solutionné dans un premier temps par la centrale thermique de Gorubanda, qui n'est qu'une réserve froide. Or, le kilowattheure du barrage de Kandaji coûterait dans les 15 francs CFA, tandis que celui de Gorubanda oscillerait autour de 200 francs. Comme mesure urgente, on a décidé de mettre en place, de faire la centrale de Gorubanda, qui est une centrale au fioul, et le fioul donne 1 kWh trop élevé. Ensuite, le chef de l'État affirme que les promesses contenues dans son programme politique sont largement tenues et même dépassées dans certains cas. Sur les 4 années, le PIB par habitant a augmenté de 4,5%. C'est-à-dire que les Nigériens se sont appauvris sur les 20 dernières années, alors que depuis 4 ans,
les Nigériens s'enrichissent par habitant. Quelques minutes plus tard, Issoufou Mahamadou déplore le manque d'efficacité de l'administration publique dont il est le chef suprême. Une de nos faiblesses, c'est l'administration. C'est la faiblesse de capacité au niveau de l'administration par rapport au décaissement des ressources financières que mettent à notre disposition les bailleurs de fonds. C'est cette fois que le premier des Nigériens a employé le mot faible pour désigner la performance de l'administration publique. Alors, si l'administration est autant imperformante, qui a exécuté le programme de renaissance pour engranger de si brillants résultats côté sécurité, le chef des armées est péremptoire. Les capacités des FDS sont renforcées sous son mandat. Notre objectif a été de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité. Pourtant, lorsque Moussa Kaka relève le manque de puissance de feu de nos soldats engagés contre Boko Haram, le président Issoufou ne proteste pas. La plupart des garçons là-bas, les soldats, vraiment, ils se plaignent. Je ne suis pas le porte-parole, mais vraiment, il manque de matériel lourd, les blindés. C'est ça qui fait la différence avec les soldats tchadiens. Ma préoccupation est que, est-ce que vous allez les doter de matériel blindé tel que vous en avez ici à la présidence, pour que ça soit sur le terrain? Pour répondre à votre question, nous avons un programme d'équipement. C'est une question un peu confidentielle d'ailleurs. Nous avons un programme pour renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité. Enfin, la plus grande incohérence nous vient de la politique. Il y a quelques semaines, le président Issoufou Mahamadou a annoncé sa probable candidature à sa propre succession. Vous serez donc candidat en 2016 pour un nouveau mandat de 5 ans. Encore faudrait-il que mon parti en décide ainsi. Si tel est le cas, et si je suis réélu, ma mission s'arrêtera en 2021. Aujourd'hui, il dit n'avoir même pas le temps d'y penser. Une question nous vient naturellement à l'esprit dans l'optique de 2016. Êtes-vous, Monsieur le Président, candidat à votre propre succession? Pour l'instant, je ne sais pas. Moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est mettre en œuvre ce programme. J'ai une promesse qui me lie au peuple nigérien, c'est ça. C'est ça qui me préoccupe. Je ne suis pas préoccupé par 2016. Dans le même temps, son parti et ses partisans, dont Zakoujibo Dizakei, appellent à voter pour lui en 2016. Voilà pour ce qui est de cet élément qui parle de quelques incohérences relevées lors de cette conférence de presse. Ibrahim Yero, y en a-t-il d'autres que vous n'avez pas pu évoquer dans ce sujet? Ah oui, il y en a. Malheureusement, le temps n'a pas suffi pour le reportage, pour tout décrypter. Et maintenant aussi, certainement, le temps ne va pas suffire parce que ceux qui ont intervenu, les premiers, ont pris tout le temps, notamment le grand bavardeur Baba Alfala. Donc, très rapidement, ce qu'il faut surtout noter, c'est que le président de la République a comme d'habitude, était péremptoire là aussi en disant qu'il n'y a pas de crise politique au Niger. Et dans la même dynamique, un peu plus loin, il reconnaît qu'effectivement, la mise en place de son gouvernement en août 2013 a créé des problèmes au niveau des partis politiques. Donc ça, c'est quand même une certaine incohérence. Et c'est un peu la même chose au niveau de la Cour constitutionnelle aussi, où également on est surpris quand même que le président de la République n'ait pas mis en cause tout ce que l'opposition a dit comme raison pour évoquer la Cour constitutionnelle. On a vu que le président s'est tout juste contenté de dire que cette Cour constitutionnelle est la plus démocratique du monde. Il a mis dans la balance les États-Unis d'Amérique, la France et tous les autres pays du monde. Mais or, l'opposition politique a accusé cette Cour d'être partisane, d'être littéralement au service du président de la République. Donc les Nigériens auraient voulu quand même que le président les rassure en leur disant qu'effectivement cette Cour, on n'a rien à lui reprocher, elle fait convenablement son travail et qu'elle va assurer la justice des élections puisqu'elle est aussi juge électoral. Mais le président s'est juste contenté de dire que les membres de la Cour sont élus de manière vraiment diversifiée, ce qui peut poser problème quant à un éventuel comportement partisan. Mais là-dessus, on pourra faire remarquer que
des députés ont été élus à l'Assemblée nationale sous la bannière de partis politiques, mais ces députés, après, se sont retrouvés de l'autre côté, ils ont abandonné leur parti. Donc, franchement, en tant qu'analyste de la situation, en tant que citoyen tout court, nous n'avons pas trouvé suffisamment d'assurance au niveau du président de la République. C'est vrai, il a dit, juste pour terminer, que d'ailleurs, qu'est-ce qu'on reproche à la Cour constitutionnelle? Pourquoi changer cette Cour constitutionnelle? Là, c'est l'autre aspect concernant la Cour constitutionnelle. Dernier aspect, le président de la République dit qu'il n'y a pas de crise politique au Niger. Et il dit aussi que son gouvernement a créé des problèmes malgré lui. Il n'aurait pas voulu justement que ce gouvernement soit à la base des problèmes. Et on l'a entendu à la fin dire qu'il n'a pas l'intention de changer ce gouvernement. Donc, on se demande, puisque c'est ce gouvernement qui est à la base de ces conflits avec l'opposition politique, en disant que la Cour constitutionnelle ne peut pas être renvoyée, puisque la Constitution ne le permet pas d'ailleurs, et en disant aussi qu'il ne va pas changer de gouvernement, donc il va continuer à garder les militants des partis de l'opposition dans son gouvernement, et c'est ainsi qu'il ira aux élections. Alors, on se dit, finalement, qu'est-ce qui va se passer en fin de compte? Est-ce qu'on va finir par parler de crise politique au Niger, ou est-ce qu'on va finir par parler de consensus national pour aller aux élections, puisque le président s'est montré quand même inflexible sur ses positions? Il est clair, il ne bouge pas. Merci Ibrahim. Je donne la parole à Balima Bourema pour nourrir une ou deux réactions des internautes qui nous suivent actuellement. Oui, en tout cas, le temps, comme Lio l'a dit, n'a pas suffi pour prendre aussi les réactions des internautes, parce qu'on a une cinquantaine d'interventions. Je m'en vais directement avec l'intervention de Abbas Ousmane, qui dit que la conférence du bilan est une diversion. Pour lui, les 3 N qu'il dit maîtriser, il demande de donner un exemple de producteur ayant été promis par la production des aliments à base que les Nigériens consomment le plus, c'est-à-dire le riz, le mil et le maïs. Qui emploie des techniciens de manœuvre, a-t-il demandé. Il y a Moussa Philippe Kombari aussi qui dit le président parle de 14 000 classes alors que dans le bilan du gouvernement, on ne voit que 6 325 salles de classe. En outre, concernant le pétrole, il a dit que l'essence, le président a dit que l'essence est chère, autant des régimes antérieurs, et quand il est venu au pouvoir, il a diminué sur le prix. Mais c'est qu'il dit, il a oublié que c'est à son temps que le Niger est devenu producteur de pétrole, a-t-il dit. Merci pour ces quelques réactions, Balima Bourema. On poursuit, ou je ne sais pas, on prend une réaction sur la Tabira, mais 30 secondes. Oui, sur le pétrole, je voulais en parler avec M. Ibrahim Yacouba, puisque cette question n'a pas été suffisamment abordée et on a beaucoup reproché à ce régime de brader, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'opinion qui le dit, une certaine opinion en tout cas, de brader les ressources pétrolières. Donc on aurait voulu quand même que le président de la République nous parle des ressources pétrolières, combien sont-elles estimées en 2014 et où est-ce que cet argent a été investi. Puisque nous avons la chance d'avoir le directeur de cabinet adjoint, je lui pose la question. Monsieur Ibrahim Yacouba, qu'en est-il des ressources du pétrole générées en 2014? Bon, je voudrais dire que vous avez dit ça 2 fois, mais je vais vous dire simplement une réponse de bon sens. Lorsqu'on cherche les destinations des ressources publiques, il faut les chercher dans le budget de l'État. Parce que j'ai écouté dans le premier commentaire un de vos journalistes dire que le président n'a pas dit où sont les destinations des ressources. Eh bien, les destinations des ressources mobilisées par l'État sont dans le budget, et le budget est, comme vous le savez, une loi publique que tout le monde peut consulter, donc vous pouvez aller regarder là-bas. Et je crois que sur les 2 années, à peu près environ, sauf erreur de ma part, c'est environ 100 milliards qui sont issus de l'exploitation du pétrole. Mais je voudrais revenir sur votre élément, c'est ce que vous avez appelé incohérence. Moi, je n'ai pas bien compris pourquoi cette rubrique a été appelée incohérence. Parce qu'en fait, vous répondez en fait une question auquel vous n'avez pas de réponse, ou auquel vous n'avez pas eu de réponse. Mais je voudrais rappeler, préciser, pour ceux qui nous suivent et qui n'ont pas vu la conférence hier, le format de la conférence est un format libre. Donc les journalistes auraient pu poser toutes les questions. Mais en continuant à présenter des questions pour qui n'a pas répondu, c'est comme si qui vous prend maintenant tout de suite en direct. Vous pensez que le président a dit ces questions-là, mais qu'il n'a pas voulu répondre, vous pouvez permettre. Il n'en est rien. Vous êtes des journalistes.
Monsieur Yacouba, permettez, s'il vous plaît, le président de la République a abordé certaines questions, notamment sur l'emploi. Il a dit que son régime a fait 600 000 emplois. À ma souvenance, la question ne lui a pas été posée. Il a également parlé de l'État, de la structure, ce que l'État représente. Donc, nous, on voit que c'est plus une occasion pour le président de la République de s'adresser à ses concitoyens qui lui ont fait quand même confiance en l'élisant président de la République pour leur rendre compte. En vérité, ce n'est pas à la presse qu'il rencontre M. Ibrahim Yacouba. Non, il rencontre le peuple à travers la presse. C'est vous qui êtes les médias, c'est vous qui êtes le support de ce compte rendu. Il avait le choix. Ou faire un message à la nation où il choisit lui-même les thématiques qu'il présente aux Nigériens, ou bien faire un exercice plus démocratique, plus rigoureux, qui consiste à se mettre devant vous et à vous permettre de poser toutes vos questions et confronter vos idées, vos arguments aux réponses qu'il donne. Et de point de vue, je pense qu'il y est parvenu, puisque toutes les questions que vous avez posées, il y a répondu. Et quand c'est dans votre élément aussi, c'est qu'on vient peut-être de le préciser pour les téléspectateurs, vous dites que vous, en tant qu'analyste, vous ne comprenez pas que des députés quittent leur parti pour aller rejoindre l'autre bord. D'abord, une information, je n'ai pas souvenance que ces députés aient quitté leur parti. Donc, c'est vous qui le dites, c'est vous qui l'affirmez. Ensuite, deuxièmement, si vous êtes un analyste, vous devez savoir que la base de votre analyse doit être la Constitution. Et la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Donc, vous n'avez pas de mandat impératif à indiquer ou à ordonner à un député. Donc, les députés qui ont soutenu au moment où ils ont voulu l'action du gouvernement, ils l'ont fait en parfaite adéquation avec la loi et avec leur conscience. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous faites de l'analyse, mais vous déconsidérez les bases qui auraient pu vous permettre d'avoir une analyse rigoureuse. Ensuite, j'ai entendu ce que vous avez dit, les incohérences. Le président dit que nous avons choisi l'énergie la moins chère, mais nous avons construit Gorubanda. Mais il a expliqué, en attendant que nous puissions mettre en place Kandaji pour éviter qu'une économie ou qu'une société soit en situation, nous avons constitué une réserve froide qui fait ça, mais qui va être vendue, qui va être produite à un coût de production évidemment plus élevé. Et c'est pourquoi la priorité est le Kandaji. Donc c'est toutes ces questions de notre question. Vous n'avez pas suivi la conférence, vous voulez refaire vous-même votre propre conférence. Merci, monsieur Ibrahim. Nous remarquons tout au long de ce débat que vous insistez, merci, monsieur Kouba. Vous insistez pour revenir sur bien sûr, monsieur Ibrahim Yacouba. Non, s'il vous plaît, 2 secondes, je voudrais vous suggérer, monsieur Zongoma, que ces questions-là qui ont été posées, nous puissions les aborder dans un débat. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que l'intérêt pour nous de vous avoir invité justement. Justement, mon colonel, l'intérêt pour nous de vous avoir invité dans ce décryptage, c'est justement pouvoir évoquer un certain nombre de questions que le président n'a pas pu évoquer. On l'a expliqué, ce n'est pas forcément la faute du président de la République. On a parlé du format de l'émission qui n'a pas permis au président d'aborder certaines questions. Et c'était l'intérêt pour nous de vous avoir dans cette émission pour pouvoir évoquer ces questions avec vous, pour pouvoir mieux éclairer nos téléspectateurs. On va tout de suite peut-être enchaîner avec M. Aïdara Ahmed, membre du bureau politique national du MNSD Nassara. On a parlé d'un certain nombre de faits qui ont été relatés à travers cette conférence de presse, notamment certaines incompréhensions. Je ne sais pas, au niveau de l'opposition, avez-vous eu la même perception? Bien sûr. Je dois dire que le déni de réalité, c'est un registre sur lequel la 7e République, en tout cas ses principaux animateurs, restent mordicus. C'est dommage parce que, à la fois dans les chiffres et dans les réalisations physiques, vous trouverez qu'il y a des gros écarts entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement sur le terrain. Cela rend d'ailleurs un peu problématique un débat constructif autour de ces questions. C'est pourquoi j'ai dit à votre interlocuteur qui est de l'autre côté de la ligne que nous, à l'opposition, nous sommes prêts à débattre de tous les sujets qui concernent la vie de la nation, y compris sur TD Sahel, qui est un office public, mais qui a été caporalisé par le pouvoir actuel, en violation flagrante de la Constitution. Je vous invite à lire les dispositions en ce qui concerne la presse. Cela dit, ce n'est pas sur ce que vous venez seulement d'évoquer que le président de la République a eu, par moments, a dit des chiffres qui ne collent pas avec la réalité. Quand il dit que les journalistes
a les mauvais chiffres en ce qui concerne le taux d'endettement. Je puis vous affirmer que c'est le journaliste qui a le bon chiffre, lui qui a parlé d'un taux d'endettement de 42,6% en fin 2014, lequel taux d'endettement peut être vérifié sur un document qui a été publié par une institution internationale. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai dit que nous sommes au-delà de 42,6% et j'ai toujours soutenu que pas des artifices créés de toutes pièces. Ils font en sorte que les endettements ne soient pas dans les pipelines pour être comptabilisés. Regardez bien les contrats de partenariat public-privé. Il y a des réglementations très strictes en ce qui concerne ce contrat qui doivent faire l'objet d'annexes au budget. Mais j'invite les membres du gouvernement à regarder dans leur budget, il n'y a aucun point qui concerne les engagements pris en ce qui concerne le contrat de partenariat public-privé. Or, vous savez, rien que sur le chemin de fer, c'est 1 milliard d'euros que nous allons engager. 1 milliard d'euros. On a compris votre position. C'est le dernier tournant de cette émission. La conférence de presse du président de la République d'hier soir se fit aussi un rendez-vous entre le président de la République et la presse nigérienne, une presse dont on a constaté les liens sont de plus en plus moins amicaux. Illustration dans ce reportage signé Bouli Adamouide. Le rang du Niger a régressé en matière de liberté de la presse, a dit Issoufou Mahamadou en se basant sur le rapport de Reporters sans frontières. Le président a clairement rejeté la responsabilité sur les journalistes eux-mêmes en répondant à la question sur la situation de la liberté de la presse au Niger. Sauf que ce rapport dont fait cas le président date de 2012. Mais de 2012 à aujourd'hui, il y avait eu 2 vagues d'arrestation de journalistes, en janvier 2013 et en janvier 2015. Une dizaine de journalistes ont ainsi dépassé 48 heures de garde à vue, sans compter les multiples interpellations à la police judiciaire. Et ils l'ont tous, ou presque, été sur plainte du gouvernement. Là aussi, Reporters sans frontières a fait un nouveau rapport, exactement en janvier 2015, pour décrier les exactions du pouvoir sur les journalistes. La relation entre Issoufou Mahamadou et la presse de son pays est de moins en moins au beau fixe. Les journalistes doivent attendre des occasions comme les dates anniversaires de son régime pour s'entretenir avec leur président. En général, Issoufou Mahamadou préfère accorder des interviews aux médias étrangers. La crispation des relations entre le président de la République et la presse nigérienne s'est illustrée tout au long de la conférence de presse hier soir. Le tout sécuritaire et le tout répressif servirait à endiguer le problème sécuritaire du Niger. Ne pensez-vous pas plutôt qu'il faut chercher le problème à la base? Alors, moi je ne comprends pas votre question. Le tout sécuritaire, le tout répressif, je ne vois pas où se trouve la répression. Il n'y a pas de répression. Nous cherchons, non pas à réprimer, mais à protéger le peuple nigérien. On ne réprime personne. En outre, le stock public d'arrêts de paiement reste important. Les finances publiques font état de manière chronique de sous-exécution des dépenses d'investissement et de sous-performance en matière fiscale. Alors, quelles sont les mesures prises pour remédier à tout cela? Surtout quand l'on sait que la situation sécuritaire actuelle risque de peser lourdement sur la performance économique du pays. Alors, c'est simple, il n'y a pas beaucoup de questions, il n'y a pas beaucoup de réponses à apporter parce que la plupart des questions que vous soulevez sont fausses. C'est un président de la République sur la défensive et des fois agressif qui était devant la presse. Pourtant, au départ, c'est-à-dire à sa prise du pouvoir, les convictions de Issoufou Mahamadou n'étaient pas les mêmes. Il promettait alors un rapport de convivialité entre lui et la presse nigérienne. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Depuis quelque temps, le climat est tendu entre les journalistes et l'exécutif. Voilà, dernier élément donc de cette émission spécialement consacrée aux 4 ans du bilan du président de la République. Pour clôturer, nous allons prendre une dernière réaction de nos 2 politiciens qui sont en ligne. Je commence cette fois-ci par Ahmed Aïdara pour pouvoir finir avec le colonel Ibrahim Yacouba. Monsieur Ahmed Aïdara, un mot sur la question de la liberté de la presse au Niger et un petit résumé de ce que vous avez retenu en tant que membre de l'opposition de ce bilan des 4 ans du président de la République. En ce qui concerne la liberté de la presse,
avez vu qu'avec la 7e République, nous sommes en train de réduire. Des journalistes qui sont traqués, matraqués, simplement parce qu'ils couvrent une manifestation de l'opposition, c'est proprement scandaleux à mon avis. Et je pense que le gouvernement a mieux fait que de s'adonner à ce genre de pratiques. La montagne de la table ou la table de la montagne, je ne sais plus de quoi il s'agit, qui a été signée. Maintenant, les journalistes, vous autres journalistes, vous êtes bien prévenus. Vous savez à quoi vous en tenir parce qu'il y a des multiples interpellations. Il suffit de couvrir une manifestation de l'opposition pour se créer des problèmes. Cela dit, je pense que globalement, je peux retenir que le bilan des 4 ans de pouvoir est un bilan médiocre. Médiocre au regard des moyens dont a disposé le gouvernement, notamment la manne pétrolière qui est le gouvernement précédent, très vigilant et qui prévoit l'avenir à leur léguer. Ce qu'ils vont léguer aux générations futures, c'est l'endettement excessif. C'est les bradages de ressources pétrolières. Merci M. Aïdara pour cette réaction. Merci également d'avoir participé à ce décryptage des 4 ans du président de la République, notamment apparemment M. Aïdara est toujours en ligne. Allô? Oui, allez-y, votre dernière phrase, on vous écoute. Toute l'attitude à notre correspondant. Je voudrais finir en partageant avec vous cette réflexion du socio-politologue Souley Agi qui a dit, et je partage entièrement cette réflexion, les tenants du pouvoir de la 7e République donnent l'impression de ces piètres politiciens romains qui croyaient que le mensonge et la mystification suffisent à gouverner un peuple. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Aïdara. Je rappelle que nous créerons, Inch'Allah, les conditions pour qu'il y ait, dans les prochains jours, un débat contradictoire entre vous, si vous le souhaitez, et le colonel Ibrahim Yacouba, à qui d'ailleurs je vais donner la parole en dernière position. Mon colonel, un mot sur les relations presse-président de la République et qu'est-ce que vous retenez globalement de ces 4 ans du président de la République, notamment la conférence de presse animée hier? Bon, je voudrais aller rapidement, mais avant, je voudrais dire à M. Aïdara que je souhaite qu'ils ne sont pas dans une opposition médiocre, parce qu'il a traité notre bilan de ses qualificatifs. Or, à la matière et dans tous les domaines, il sera incapable de prouver qu'ils ont fait la moitié de ce que nous avons fait en 4 ans. Donc, je lui souhaite, lui, qu'ils ne sont pas dans une opposition de ce niveau-là. Et, premièrement. Deuxièmement, j'ai écouté la journaliste dire que le président a dit que la responsabilité incombe aux journalistes par rapport à notre classement de 2012. Et je voudrais lui demander de dire que c'est le rapport des RSF qui dit que la responsabilité incombe aux journalistes. Et troisièmement, il est quand même extraordinaire aujourd'hui que ce soit M. Aïdara qui parle des libertés de presse. Regardez le classement du Niger pendant les 10 ans où ils ont été au pouvoir. Regardez là où il est. Depuis 2012 à aujourd'hui, nous avons toujours été dans les 5 premiers pays africains en matière de liberté de presse. À leur époque, ils fermaient les radios, les télés chaque matin, le jour où ça leur plaisait. Ils arrêtaient les journalistes comme ils le veulent. Nous n'avons aucun journaliste en prison. Nous n'avons aucun média qui a été fermé. Nous n'avons aucun journal qui a été censuré. Regardez leur bilan. Regardez les bilans, ce qu'ils ont fait de la liberté de la presse. À mon avis, je me demande bien s'ils savaient même ce que c'était que la liberté de presse. Ils considéraient que le fait qu'on laisse les journalistes parler librement était un caprice et qu'ils ne supportaient pas ces caprices. C'est pourquoi ils fermaient vos médias. Ils vous arrêtaient, ils vous envoyaient en prison. Nous n'avons aucun cas de médias fermés. Nous n'avons aucun journal censuré. Nous n'avons aucune télé fermée. En revanche, RSF, qui n'est pas une antenne du gouvernement du Niger, nous a classés parmi les plus grandes démocraties, parmi les plus grands pays libres d'expression. Maintenant, il y a des journaux qui sont des journaux d'opposition. C'est la loi de la démocratie, c'est la nation qui fonctionne comme ça. Nous n'en souffrons pas. Nous souhaitons qu'il y ait 1000 fleurs, qu'il y ait 1000 écoles, qu'il y ait 1000 presses, même critiques vis-à-vis de ce qu'on fait. C'est ça la démocratie. Un mot sur le bilan, l'appréciation globale que vous faites du bilan du président de la République. S'il vous plaît, je vous attends. L'appréciation globale que vous faites des 4 ans du bilan du président de la République.
Mais c'est même plus que ça. Je pense que c'est aux Nigériens d'apprécier. Je pense que jamais ce pays n'a été transformé. Mais quand je le dis, je suis presque gêné parce que je suis à un niveau qui fait on trouvera que c'est normal. Mais je regarde les faits. Quels sont les faits? Qu'est-ce que nous avons fait de ce pays? Qu'est-ce que nous avons fait en matière d'école? Qu'est-ce que nous avons fait en matière de santé? Qu'est-ce que nous avons fait en matière de route? En matière d'accès à l'eau? Sur tous ces points, les résultats sont là, les faits sont incontestables et incontestés. Nous avons fait plus que ce qu'ils ont fait en 10 ans. C'est possible parce que nous avons mobilisé l'argent pour financer le développement, parce que nous avons une priorité. Ils étaient peut-être venus au pouvoir sans savoir qu'il y avait des urgences et qu'il y avait des défis importants. Et c'est pourquoi ils ont gouverné le pays un peu au rabais en faisant 3000 classes sur 10 ans. Nous savons merci beaucoup. Nous savons qu'il en faut 2 fois, 3 fois plus. Et c'est pourquoi nous construisons ce nombre à 3000 places en un an. Merci beaucoup, Elhadji Ibrahim Yacouba. Merci pour le temps que vous avez consacré. Merci également à M. Ahmed Aïdara pour le temps qu'il a également consacré pour participer de manière assez active à cette émission spéciale bilan, décryptage et analyse des 4 ans du président de la République. Avant de nous quitter, un dernier tour de table avec les collègues journalistes. Je commence par Balima Bourema avec quelques réactions sur le net. Des questions, Balima? Pour l'instant, j'ai trouvé la page, si vous pouvez après ça. Donc, on donne la parole à Abdraman. Abdraman, on a la chance de vous avoir ici parce que vous faisiez quand même partie du panel de la dizaine de journalistes qui a participé à cette conférence de presse du président de la République. Alors, vous, en tant que journaliste, vous avez participé à cette conférence. À la fin, qu'est-ce que vous avez reçu, le message que le président de la République a finalement fait passer au Nigeria? Le message, comme l'a relevé un certain nombre d'acteurs, non seulement dans les réactions des citoyens lambda, que quelques-unes de nos équipes de reportage sont parties trouver chez eux et qui ont réagi vraiment sans a priori souvent, là, et la réaction de nos deux invités là, donc le directeur de cabinet adjoint du président et puis le député Ahmed Aïdara, l'opposition. Et puis ce que le président a dit hier, ce qu'on peut retenir, en fait, c'est les mêmes choses qui reviennent. Le président, le bilan de la Renaissance consiste à dresser axe par axe, sur les 8 axes donc prévus par le président, à donner des chiffres, des réalisations faites. Évidemment, il y a certaines réalisations physiques, et pour ça, on peut entre autres citer l'échangeur, on peut citer le marché de Maradi, l'hôpital de référence qui est sorti de terre, etc. Mais beaucoup de chiffres avancés. Le problème ici, c'est que les chiffres avancés ne sont pas généralement vérifiables sur place par le citoyen lambda, par l'opposition politique ou par n'importe quel autre organe et structure ou de la société civile ou organe indépendant tout court. Difficilement vérifiable, souvent même par les médias. Les médias, nous sommes des organes indépendants qui peuvent aller sur le terrain vérifier certaines choses. Or, dans ce cas de figure, c'est quand même extrêmement difficile. Par exemple, un seul exemple, l'emploi. Le président a parlé de 600 000 emplois créés en 5 ans, soit dont 140 000 emplois permanents. Pour vérifier tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être aller vérifier sur les listes d'agents publics de l'État. Est-ce que c'est là-bas que se trouvent les 140 000 emplois permanents créés? Ou alors aller vérifier sur les listes des agents du secteur privé formel. Est-ce que c'est là-bas qu'on va trouver les 140 000 emplois créés parce que les 140 000 emplois permanents créés, ça veut dire qu'il y a 140 000 employés qui existent et qui ont un contrat à durée indéterminée. Ou bien il faut aller chercher ces 140 000 emplois dans le secteur rural informel ou dans le secteur informel tout court ici, le commerce, etc. Là-bas, c'est difficilement vérifiable. Donc, c'est des chiffres comme ça qui sont annoncés et qui sont difficilement vérifiables. C'est le même cas pour les 15 000 classes construites chaque année. C'est la même chose pour les 14 000 points d'eau, etc., etc. C'est vraiment ça la difficulté. Comment vérifier sur pièce, physiquement, le niveau de ces réalisations. Et ce qui gêne aussi, c'est un peu les incohérences entre certains chiffres qui sont annoncés par rapport au budget. Et nous maintenons bel et bien que le budget, depuis 2011 jusqu'à là, et bien avant, depuis 2011 jusqu'à maintenant, n'a guère dépassé 51 ou 52% de taux d'exécution. Or, comme Ibrahim Yacouba l'a rappelé justement ici, c'est le budget qui représente l'outil de marche, parce que tous les investissements publics doivent se trouver dans ce budget.
sur le budget en termes de taux d'investissement. D'ailleurs, nous avons vérifié tout à l'heure, en taux d'investissement, pour 2013 par exemple, en termes d'ordonnancement, donc l'investissement réalisé en temps réel, ne dépasse pas 26%, 26,63%. C'est le budget, c'est le taux d'investissement en matière d'engagement qui atteint la 60%. Donc voilà les difficultés. La deuxième difficulté, le député Aidara a parlé tout à l'heure de déni de réalité. Je suis désolé de constater qu'effectivement, en ce qui concerne la presse, par exemple la liberté de la presse, au moment où, au début du mandat du président, les 2 premières années notamment, il a signé la déclaration notable de la montagne, le délit commis par voie de presse a été dépénalisé, etc. Mais les gens ont apprécié, les gens ont applaudi. Mais on constate depuis 2 ans, ou 1 an et demi en tout cas, que la presse est dans une situation un peu difficile. La presse privée notamment. On rappelait qu'une vingtaine de journalistes ont été interpellés entre janvier 2013 et aujourd'hui. Et les 2 tiers de ces interpellés l'ont été sur la base des plaintes du gouvernement. Ce n'est pas des particuliers. C'est sur la base des plaintes du gouvernement que les 2 tiers de cette vingtaine d'interpellés, ont été interpellés. Autre chose, on a connu récemment des agressions physiques sur des journalistes. Parfois sur leur lieu de travail. Parfois à des manifestations publiques, de rue. Il faut reconnaître ça. Il faut le dire. C'est des faits réels. Donc voilà un peu, moi, le constat que j'ai fait à propos donc, de tout ceci. Ibrahim Yero, 30 secondes. En 30 secondes, oui, je vais juste ajouter à propos de la presse, justement, que ce régime a eu quand même le bénéfice d'avoir trouvé les délits commis par voie de presse dépénalisés. Délits dépénalisés par la dernière transition, celle de Djibo Sabou. Ça, c'est quand même un atout important pour ce régime. Et le président de la République, c'est vrai, au début, il s'est montré très proche de la presse, avant même d'être président de la République et pendant le début de son mandat. Mais bon, quoi, vraiment, il l'a dit, depuis quelque temps, les choses ont changé. Ce que moi je constate, Moustapha Zongoma, à propos de ces 4 ans du président de la République, c'est qu'on a comme l'impression que la classe politique, dans son ensemble, que ce soit la majorité ou l'opposition, est en train de dormir. Nous sommes à moins d'1 année des élections présidentielles et presque on n'a pas l'impression que les choses se préparent, tant au niveau de la majorité que de l'opposition. Lorsqu'il y a des déclarations de part et d'autre, c'est juste toujours pour se figer sur les mêmes positions. Les gens restent accrochés à leur position. Or, on a comme l'impression que personne ne se soucie de dire que le temps va vite, c'est 2016, c'est demain, et qu'il va bien falloir préparer ces élections parce que la paix, la quiétude sociale et le progrès du Niger, évidemment, dépendent de ces élections. C'est le constat. 30 minutes, Baba Alpha, il est déjà 22h30 minutes. Vous me donnez 30 minutes 30 secondes. Ah d'accord. 30 secondes. Voilà, donc moi je vais juste conclure sur le volet de la presse pour dire tout simplement que avant 2010, il n'y avait pas de loi sur la dépénalisation des délits de presse. Alors, si les abus que nous avons connus avant la dépénalisation doivent se répéter pendant qu'on a la dépénalisation, ce n'est pas normal. C'est pourquoi je demande au DIRCABA de ne pas faire de comparaison entre leur régime et le régime passé, parce que le régime a la chance d'avoir une loi sur l'interdiction de privation de liberté pour les journalistes. En conclusion, par rapport à toute cette situation et par rapport au bilan de la Renaissance, nous devons tout simplement dire que le peuple nigérien a beaucoup évolué sur le temps. Il a vu tout le monde au pouvoir, il a vu tout le monde gérer. Et je crois que le peuple nigérien de 2015 et de 2016 est largement différent du peuple que nous avons connu au temps de la conférence nationale jusqu'au coup d'État. On finit avec Marima, peut-être avec 1 ou 2 réactions. Je ne sais pas, vous êtes revenu sur votre page Facebook ou pas encore? Oui, je suis revenu sur la page. Il y a la réaction de Sanoussi Lawali qui dit visiblement les Nigériens sont mis en sandwich entre l'escroquerie, les faux bilans, les faux discours, des corruptions. Bref, on a besoin d'un changement comme ce qu'ont fait les Nigériens, a-t-il dit. L'autre, Adamou Chefou Gobokoy, lui, il estime que cette conférence de presse a été un véritable fiasco, d'autant plus que les vrais sujets comme la délinquance économique, les conditions d'acquisition de l'avion présidentiel et bien d'autres sujets de l'heure n'ont pas été abordés pour éclairer les Nigériens. Enfin, Mokhtar Boubacar Soumana lui dit que 60 000 emplois, donc 14 000 emplois permanents au Niger, alors que si on se rappelle des promesses de recrutement des agents de la santé qui devraient se faire chaque année, à la date d'aujourd'hui, depuis sa prise de fonction, ce concours ne s'est réalisé qu'une seule fois
dans d'autres domaines, on en parle, même Imoumounan formé, Nigérien jugé par vous-même, a-t-il conclu. Merci. Moi, je voudrais plutôt parler du Mouraren, je voudrais plutôt parler de l'or du Niger. On sait que SML a été un moment, il aurait été témoin, de la coulée de l'or nigérien à un moment, et les travailleurs qui étaient là-bas étaient satisfaits. Mais quelques mois plus tard et tout récemment, ils ont fait une déclaration pour dénoncer le manque de matériel. Ils disent que les pelleteuses qu'ils ont sont tombées en panne et que jusqu'à présent le gouvernement n'arrive pas à renouveler ça. Alors qu'on sait qu'il y a SML de ce côté, mais de l'autre côté vers le nord, on a des mines qui sont découvertes depuis quelques mois qui attendent aussi d'être exploitées. On se demande alors, qu'est-ce que le Niger va faire de ces mines alors que ce sont les étrangers qui viennent ici les exploiter? Merci Balima Bourema. Merci également à toutes et à tous qui avaient eu cette patience de nous suivre depuis 21h. Je m'en vais donc remercier les confrères journalistes qui sont en plateau avec moi. Merci Abdraman Younoussa Issa, je rappelle, qui est rédacteur en chef de la radio et télévision Bonferré. Merci Ibrahim Yero, journaliste à Bonferré. Merci Baba Alfa, journaliste. Merci Balima Bourema d'avoir permis à nos téléspectateurs de pouvoir participer à ce débat à travers les réactions postées sur notre page Facebook. Merci également à nos deux interlocuteurs qui étaient en ligne avec nous durant ces 1 heure, exactement 34 minutes de débat. Je dis donc merci à Ibrahim Yacouba, Elhaj Ibrahim Yacouba, directeur de cabinet du président de la République, du directeur de cabinet adjoint à la présidence de la République, j'y arrive enfin. Merci également à Ahmed Aïdara, membre du bureau politique national du MNST Nassara, qui a représenté l'opposition politique dans ce débat. Excellente fin de soirée en compagnie des programmes de Bonferré Télévision, Le Monde à votre portée. Bonsoir.